Salut à tous, et Punk de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la méthode Silva, toujours avec Dame Lipasco. On est en train de lire les mails de retour que m'a envoyé Ed. On est un petit peu de retour sur comment s'est structurée la méthode, les souvenirs qu'il en a, les différents éléments qu'il a réussi à faire ressurgir. Là, on est en train de reparler sur la fin de la précédente vidéo de cette notion que la méthode a mis un certain temps pour trouver justement sa structure optimum, dirons-nous. Et ça, c'est plutôt intéressant. Donc, je relis le paragraphe. On a commencé à lire sur la précédente vidéo. Silva a également fait varier la durée des formations. C'est ce dont il disait. Il a ajouté de plus en plus de temps jusqu'à ce qu'il soit sûr que tout le monde réussirait. Donc, dans tout le monde réussirait, j'imagine que c'est arriver à faire des cas. Je pense que c'est ça, hein. Tu vois ça comme ça aussi, Elie? Oui. Dans le sens que ça, c'est la preuve qu'on est vraiment en alpha. Exactement. Puis il a peaufiné les cours et l'a raccourci jusqu'à trouver le temps minimum nécessaire à l'apprentissage de tous. On pourrait dire aujourd'hui, 3 jours serait le temps minimum. 4 jours serait le temps optimum. Et éventuellement, t'as vu des cours de plus de 4 jours? Des cours de base de plus de 4 jours, toi? Ou pas du tout? Non, mais des cours qui prenaient beaucoup plus longtemps. En Espagne, pardon, non, en Mexique, par exemple, on faisait des cours de 9h du matin jusqu'à 9h du soir. Ah ouais, bah tu rajouterais. Tu rajoutes quand même des. Oui. Et puis, moi, au départ, je faisais de 9h jusqu'à 20h. J'ai trouvé à Paris, c'était vraiment pas possible. Les gens, elle est toujours en train de quitter vers la fin. Je parle de tout le début, dans les années 80. Et là, j'ai fait de 9h du matin jusqu'à 19h le soir. Mais il y a beaucoup d'instructeurs qui ne font qu'à 18h, tu vois. Donc, ça change quand même le temps. Si on a 4 jours et on a beaucoup d'heures de moins chaque jour. Ouais. Ah, c'est intéressant. Et en gros, tu prenais plus de temps, pourquoi? Pour les feedbacks, c'était quoi c'était qu'est-ce qui fait que tu finissais à 20h, par exemple? Qu'est-ce qui fait que pendant ces moments-là, tu finissais plus tard? Qu'est-ce que tu rajoutais? Ben, évidemment, le cours est identique. C'est toujours les mêmes exercices. Ça prend le même temps pour le lire. Mais pour moi, j'avais le luxe du temps pour vraiment bien expliquer en tous les détails pour déjà prévoir toutes les questions. Parce que chaque fois, quand il y a des questions, j'ai pas eu le temps d'expliquer ça dans la présentation. Et plus longtemps on enseigne, plus on a des informations qu'on veut donner pour chaque chose. C'est pour ça que moi j'ai offert, et Christian Cabaret offre pour le moment, des soirées de révision où on prend un seul thème, qui est une technique qu'on peut apprendre en 30 minutes, et puis plus l'exercice, et on passe 2 ou 3 heures juste pour faire cette même technique, parce qu'il y a tellement de plus de choses qu'on peut dire. Donc, on n'a pas toujours besoin de faire une longue explication pour comment faire. On peut simplement dire, on va faire l'exercice, c'est pour ceci, pour ça. Et il y a aussi, bien sûr, les anecdotes. Je trouve que beaucoup de gens trouvent que c'est beaucoup plus facile à comprendre, et c'est pour les motiver quand on donne des évidences anecdotales. Une certaine personne a fait ceci, une certaine personne a fait cela. Donc, c'est les explications et les anecdotes qui vont être réduites quand on va prendre moins de temps. Mais... Oui, tu voulais rajouter? Pardon? Tu voulais rajouter quelque chose? Non. Non, du tout. Non, mais clairement, je trouve que c'est vrai que sur certains moments, je pense qu'il y a des apprenants, ils se disent, j'ai pas tout compris. Ils font l'exercice avec un gros ouais, d'accord, mais surtout, imagine un 3-0-3, la compréhension du truc en 3-0-3, c'est pas gagné-gagné. Pourquoi on est en train de rentrer dans des murs, quand même, dans des c'est quand même pas très cohérent. Donc, je comprends. Je comprends le temps que vous pouvez prendre en plus. Donc, du coup, il a ensuite augmenté la durée de 25%, puis de 10% par souci de sécurité. Alors, attends.
25%, ça voudrait dire que sur 4 jours, quoi, il a rajouté une journée. Voilà, donc, en gros, sur le temps qu'il avait, il a rajouté quand même quelque chose. Tu vois, à croire, il faudrait que je lui demande, parce que ça, c'est pas assez concret. J'aime pas il a augmenté de 25% plus 10%. Ça veut dire quoi? Sur 4 jours, en réalité, il en faisait que 3. Mais est-ce qu'il a fait en 4 jours quand même? Parce que de ce que j'ai compris, les gens ne savaient pas vraiment combien de temps ça va durer au départ. Il expérimentait. Exactement, exactement. Ouais, non, mais tu vois, là-dessus, c'est pas évident. Parce que j'aurais bien aimé savoir ce que lui, il avait conclu, José, à cette époque-là, et se dire, bon, on peut le faire en 3 jours. Bon, là, on sait maintenant concrètement, on peut le faire en 3 jours. Et puis, je rajoute quasiment une journée parce qu'au bout du compte, ça nous laisse le temps de. Qu'est-ce qu'il y a dans les 3 jours? Rappelle-moi, parce que je sais que je l'ai fait, mais je me souviens plus comment c'est décomposé. En fait, c'est la même chose, mais tu accélères tout, c'est ça? Sur les 3 jours? On a beaucoup moins de temps pour les questions. Je dois limiter les questions. Les explications sont plus rapides, les exemples sont beaucoup moins. Et il y a aussi certains exercices où on combine, justement, au lieu de faire 2 exercices, on fait un seul exercice. Par exemple, on va peut-être combiner. Ah oui, par exemple, normalement, on crée le laboratoire et il est conseillé dans 2 exercices séparés. Donc, dans la version rapide, on les combine. Et quelquefois, on combine, on fait les plantes et les animaux dans un seul exercice aussi. Ça fait un long exercice, mais on économise quelquefois 20 minutes de temps comme ça. Ah oui, parce qu'en fait, tu économises tout le processus inductif à ce moment-là. Oui. Je comprends. Ok. Et on fait moins de métaux, par exemple. Au lieu de 4 métaux, on fait 2 ou 3 métaux. Tu vois? Donc, il n'y a rien qui est totalement exclu, mais tout est vraiment comprimé. Ok. Et ça, c'est dans la version, c'est dans toutes les versions mexicaines, anglaises, françaises, américaines. Il y a ce 3 jours. Non, il faut rappeler quand même que on a totalement reconstruit le cours quand on a fait SLS et CIT. Et là, c'est sûr que tu as 4 jours parce que tu as 2 jours pour la première partie et 2 jours pour la deuxième. Mais rappelle-toi, même quand on fait 3 jours, quand même, les exercices sont toujours arrangés dans 4 parties, 1-0-1 à 4-0-4. Oui, ça, bien sûr, bien sûr. Oui, non, on touche le programme. C'est juste que. Sur 4 jours et comprimé des fois en 3. Oui, je comprends. D'accord. Ok. Alors, bien sûr, à l'époque, en 66, tout cela était très nouveau et le scepticisme était grand. Ce qui est logique. Et vous savez ce qu'on dit, l'esprit guide le cerveau et le cerveau guide le corps. Donc, si les gens sont sceptiques, il leur faudra plus de temps pour surmonter cette attitude négative. Négative signifie imaginer ce que l'on ne veut pas au lieu de ce que l'on veut. Alors, ça a un nom, hein, ça s'appelle, c'est un biais, ce qu'on appelle le biais d'ancrage. C'est-à-dire que vu que les personnes ne sont pas neutres par rapport à certains sujets, parce qu'ils ont déjà des expériences ou ils ont déjà lu des trucs, ils ont déjà, on va dire, c'est la feuille blanche, hein, en gros, leurs feuilles, elles sont déjà écrites. C'est très dur pour les gens, et qu'importe qui, hein, on va le dire en mode Silva, hein, quand on a des points de référence, c'est très compliqué quand on a des points de référence de se dire, eh ouais, mais il y a peut-être d'autres points de référence que je pourrais prendre. Donc souvent, on revient sur nos points de référence. Et parce qu'on revient sur notre point de référence, on a du mal à s'ouvrir sur certaines idées parce que on n'a pas été conditionné et on n'a pas mis en place un ensemble de points de référence qui nous permet d'être en accord par rapport à ça. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas apte au bout d'un moment de se dire, OK, je vais réinterroger mes points de référence et je vais expérimenter, je vais tester, etc. Mais cette attitude qu'il a mis entre guillemets, hein, bien sûr, elle est hyper normale pour l'être humain. Hein. On le fait tous à différents degrés dans plein de domaines de nos vies. Hein. C'est pas juste que les gens étaient contre le principe et l'attention de Silva. C'est juste qu'ils avaient déjà des présupposés par rapport à tout ça.
Et je crois aussi le nombre d'heures qu'on passe en alpha conditionne un niveau inconscient aussi. Mais j'ai souvent remarqué que les gens ont l'impression qu'il n'y a rien qui se passe, mais ils ne sont plus la même à la fin du cours. Hein. Et c'était pareil pour moi. Hein. Je me rappelle mon tout premier cours, je dis il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui se passe. Mais après, il y avait plein de choses qui commençaient à bubble up, si tu veux, dans mon cerveau. Et je me suis dit, tiens, il y a des choses qui se passent pendant les exercices. Et consciemment, on n'est pas conscient de ça. On ne sait pas en quoi qu'on est la même personne parce qu'on juge tous au niveau intellectuel. Mais en fait, il y a beaucoup de choses qui se passent dans les exercices et c'est pour ça que ça serait vraiment dommage si on réduit trop le nombre d'heures dans les exercices. Ouais, pour ceux qui avaient un peu suivi, c'était dans nos premières vidéos, on avait repris tout le cours, module par module, exercice par exercice. Et on vous avait décrit cette notion où à chaque fois, c'est ce qu'on appelle du fractionnement en hypnose, donc au fur et à mesure, on faisait retourner la personne à un même niveau, mais on sait que ce même niveau est un niveau plus profond, et ce niveau plus profond permet d'avoir une stabilité de transe, que dans l'hypnose hellmanienne, on va appeler le niveau somnambulique la plupart du temps, et à partir de là, on sait qu'il y a une optimisation de la perception subconsciente, et donc potentiellement de l'adhésion, et plus on répète une logique à un certain niveau, plus il y a de chances, ça ne veut pas dire que c'est absolu et total, mais il y a plus de chances d'adhésion, surtout qu'il y a une démarche proactive de la part des personnes qui viennent faire la méthode, et du coup, il y a des feedbacks conscients et subconscients, comme dit Lee, qui parfois ne sont pas perçus tout de suite pour le cas du subconscient, et on se dit, bon, il ne s'est pas passé grand-chose, et c'est parce qu'on a une nouvelle attitude, parce qu'on se réveille mieux, parce qu'on s'aperçoit qu'on a un autre modèle ou un autre dialogue intérieur, que là, on se dit, ah ouais, mais il y a quelque chose qui s'est passé. Et ça arrive aussi beaucoup pour les copains qui sont hypnos. C'est normal que vous ayez des personnes qui disent, il ne s'est rien passé pendant la session, pas de problème, et qui reviennent une session plus tard, vous leur reparlez du pathos avec lequel ils étaient venus précédemment, et ils vont vous dire, non, mais ça, c'est pas un problème, c'est bon. C'est bon, donc il s'est passé quelque chose. Mais pour eux, et c'est là où c'est intéressant, parce qu'à la limite, il n'y a aucune violence dans la manière dont ça s'est fait. Ça s'est combiné petit à petit, sans qu'il y ait de friction, d'opposition. Donc, j'ai l'impression que ça a toujours été là et que ça a toujours été comme ça. Alors qu'en fait, 3 semaines avant, la personne elle est en train de dire « j'en peux plus » à ce niveau. Et c'est normal, hein, là, c'est tout le travail en non-verbal, ce qu'on nous on appelle subconscient, qui est un jeu qui est parfois pas toujours clair. En tout cas, les résultats de ce jeu, de cette interaction-là, n'est pas toujours clair. Et comme avait dit Ed, et lui c'est le mot qu'il utilise et que je reprends souvent, ça reste des exercices de conditionnement, mettre en condition de, avec un ensemble d'éléments qui sont des suggestions. Ce qui, pour nous, en tant qu'hypnose, se dit plus qu'une suggestion, c'est de l'hypnotisabilité, c'est-à-dire la capacité à acquérir la suggestion dans un état de transe, que nous, en méthode Silva, on appelle alpha, et qui va donc intégrer petit à petit le subconscient. Et là encore, hein, pensez bien, il y a toujours une adhésion à ce niveau-là, parce que s'il y a des choses qui sont non OK, des suggestions, dans ce dit conditionnement, peuvent être complètement rejetées. D'ailleurs, c'est un de la méthode, et c'est aussi, on vous l'avait décrit avec Lee, vous ne prenez en gros que ce qui est bon pour vous. Si vous n'êtes pas OK, vous n'êtes pas OK. C'est complètement d'accord. Il n'y a pas d'inquisition de pensée. Oui, justement. Comme on dit, tu peux accepter ou refuser tout ce que je vous dis. Et franchement, moi, je suis souvent contente que les gens sont un peu sceptiques, cyniques. J'aime pas trop les gens qui disent oui, 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 tout va bien. Et en fait, la prochaine semaine, ils ont tout oublié. Mais là, s'il y a un tout petit peu d'opposition et on doit vraiment examiner, là, ça rentre beaucoup plus profondément dedans. Mais ce que je aussi voulais dire, c'est une des preuves, si vous voulez, c'est que quelque chose s'est passé, même si on croyait pas grand-chose. C'est le dernier jour quand on travaille les cas. Ça, c'est le jour où maintes fois des gens disent « Oh, ça ne veut pas marcher, je ne peux pas. » Ils sont époustouflés. J'avais aucune idée que je pourrais faire ça. Donc, quelque chose s'est passé pendant le cours.
C'est vrai que là, ton retour, il est vrai parce qu'il y a pas longtemps, j'ai encore souri de ça sur le groupe de la méthode Silva, où il y a quelqu'un qui dit: «Waouh, mais je suis là, j'ai envie de faire plein de cas parce que j'ai été époustouflé de ce que j'ai pu voir, entendre, comprendre pendant les cas». Et je trouve ça super mignon parce que tu sens vraiment que c'est un élément qui change la perception de la vie de certaines personnes, tu vois? Parce que les anglo-saxons aiment appeler des game changers. On est vraiment dans une espèce de truc qui d'un coup, les gens ils font: «Waouh, mais c'est pas possible!» Et ce qui est marrant, c'est que pendant un laps de temps, tu sens qu'ils sont encore dans cette espèce de transe de découverte Oui, avec une espèce de fascination. Et par contre, et ça je l'avais aussi remarqué sur le groupe, sur le forum à l'époque, puis sur le groupe, c'est quelque chose qui a du mal à se maintenir. Tu sais, cette espèce de vision, en fait, du découvreur. Je viens de découvrir et je me dis, c'est incroyable. Puis au bout d'un moment, ça s'intègre à notre quotidien. Donc, on a moins ce regard de waouh, c'est fou, parce que tu dis, ouais, bon, ça fait 1000 fois que je le fais. Ok. Et du coup, on n'a plus la même sémantique. Tu sais, ça peut même, je pense, pour les noobs, les nouveaux et tout, ils peuvent se dire, ah bah, ils sont lassés, tu vois, ils sont limite blasés par tant de choses. Alors que c'est incroyable, mais c'est toujours le même processus pour ceux qui connaissent un peu la notion qui est une pyramide dans le coaching qui dit, au départ, on ne sait pas qu'on ne sait pas, après on sait qu'on ne sait pas. Après, on sait pas, on sait qu'on sait, et après, on ne sait pas qu'on sait. Et en fait, on en est, quoi, et au bout d'un moment, on a tellement répété les choses qu'on ne voit plus dans le modèle, euh, on sait qu'on ne sait pas. Parce que maintenant, on ne sait pas qu'on sait. Et c'est ça le truc, c'est que ça fait en partie de nous. Peut-être qu'on l'utilise au quotidien sans même dénommer et dire oui, je suis en train de faire un cas. Oui, je suis en train de jouer mon intuition. Oui, je suis en train de me connecter à une partie de moi ou à un guide ou à qu'importe le nom que tu vas lui donner, tu vois. Parce que c'est devenu une de tes routines. Et la routine, c'est vrai que ça peut donner pour les personnes qui se plongent dedans à se dire ah ces gens-là, ils sont fanés, ils ont plus l'espèce de petite flamme, alors qu'en fait, mais complètement, tu vis à 100% dedans. Mais dedans, en fait, tu n'es plus en train de regarder le truc, tu es en train de vivre le truc, tu vois, tu n'es plus dans l'étonnement de la petite flamme qui explose, tu es au milieu du feu parce que tu fais partie de ce tout. Tu vois, et cette nuance-là, c'est vrai que je peux comprendre et ça me fait toujours sourire quand je vois des personnes qui se plongent dedans et qui d'un coup font ah, mais c'est incroyable et tout. J'adore parce que je me dis, eh ouais, moi, ça, je le ressens plus. Tu vois, je ressens plus c'est incroyable. Je sens juste un ouais, 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 ouais. Et je sais que c'est cool. Tu vois, j'aime ça. Quoi, c'est un truc que je trouve cool. Mais il n'y a pas de parce que ça, on l'a intégré. Donc, c'est plus un wow effect. Et je trouve ça beaucoup plus intéressant à long terme. Hein. Mais on est plus sur une notion de pure intégration. De se dire, ouais, 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 non, mais c'est vrai, moi, je l'utilise au quotidien, mais c'est vrai qu'il y a des moments, je me pose même plus la question. Les 3 doigts, il y en a plein qui vont plus se poser la question. La méditation, il y en a plein qui vont plus se poser la question. Le fait de, je dors mal ce soir, faire une technique de décompte, il y en a, ils se posent même plus la question. Ils le font parce que c'est devenu une routine. Et ça, je trouve que c'est important. C'est important d'observer, de voir. Même par l'impression qu'on pratique les techniques, c'est juste un style de vie, quoi. Exactement. Oui. On ne sait pas. Je vais revenir sur. Tu as dit quelque chose que j'ai jamais entendu et ça me résonne beaucoup. Tu as parlé de trans de découverte. Est-ce que tu dis souvent ça? Ouais. Oui, oui. Alors. Pour moi, c'est une transe vraiment spécifique, tu vois. Tu l'as chez beaucoup de personnes. Tu vois, il n'y a plus vraiment de facteur critique parce que tout est un peu waouh. Et on le voit quand les gens découvrent l'hypnose. Oui, on le voit quand les personnes apprennent quelque chose où tu sens qu'il y a un. Déjà, ils sont en transe d'apprentissage, puis tu as vraiment la découverte. Genre, il y a une rupture de pattern par rapport à un ensemble de croyances, de valeurs, d'expériences qui, d'un coup, tu vois qu'ils restent dans c'est quoi et qu'est-ce que je peux faire, jusqu'à où je peux aller avec
ce nouvel outil, ce nouvel acquis, ce nouveau pouvoir pour certains. Tu vois, ils vont se dire, c'est incroyable. Et cette transe de découverte, pour moi, les trans, c'est des bulles, tu vois. Et au bout d'un moment, elle se réduit, puis elle se transforme, elle va fusionner avec d'autres trans. Des trans du quotidien, des trans de discipline, des trans d'adaptation, des trans de lifestyle, si tu as envie, tu vois. Et de cette découverte, d'un coup, elle est un peu légère, elle est un petit peu. Tu vois, on reprend un peu ton idée de tout à l'heure, ça pétille dans tous les sens, mais elle n'est pas structurée. C'est quand elle se structure que l'espèce de découverte devient du savoir. Tu vois, on n'est plus dans la découverte, on commence à assimiler ça comme du savoir, comme de la connaissance. Et du coup, ça devient beaucoup plus rigide, mais en même temps rigide de quelque chose que tu as mieux formalisé, que tu intègres à l'intérieur de toi et qui, dès lors, n'est plus du tout rigide. Il devient complètement fluide, mais il n'est plus aussi gazeux qu'avant, c'est-à-dire il n'est plus en train de faire des petites bulles partout dans ta tête parce que il fait partie de toi, il fait partie de ton sang, il fait partie de ton être, tu vois. Et ces trans-là, je trouve que c'est super intéressant de les observer et de les voir chez les apprenants. Mais justement, je trouve que les gens qui adorent apprendre, c'est parce qu'ils sont cette transe de découverte. Exactement. Mais tu sais, c'est quand quelqu'un nous explique un truc et nous, on a les yeux qui s'ouvrent comme ça. Oui. Vas-y, explique. Non, mais là, waouh. Non, mais attends, t'as fait quoi avec ça? Et tu sais, tu sens que ça pullule de plein d'idées dans ta tête. Ça bouge dans tous les sens. Tu dis, oh, j'ai envie de comprendre ça, j'ai envie de comprendre ça. Et ça, pour moi, on est en transe de découverte. Tu vois, on est. Tu prends la notion de l'hypnose. Notre facteur de jugement, il est hyper bas parce qu'on est juste en train de vouloir absorber des choses. On n'est pas en train de réfléchir des masses. On veut de l'info, tu vois, on veut de la data. Genre, donne-moi. Dis-moi comment faire que je le fasse. Et il n'y a pas de c'est bien, c'est mal. C'est juste waouh. Et complètement dans la transe. C'est au-delà du jugement, c'est vraiment juste l'impact, quoi. On n'est plus dans le jugement. On est juste donne. Super. Voilà. Et ça, quand les gens sont en cours, quand ils découvrent un nouveau livre, quand un client réagit d'une façon qu'on n'a jamais vue auparavant, là, c'est le même type de wow, j'ai appris quelque chose, oui, découverte. Ouais, complètement. Et puis même, tu vois, je pense que tu as des transes de découverte quand tu es praticien, parce que souvent tu dis c'est quoi son histoire, c'est quoi son modèle, c'est quoi ses patterns. Toi, tu as ce truc de ouais, donne-moi plus d'infos. Donc tu poses des questions, tu n'es pas dans le jugement. Il y en a qui disent souvent, par exemple, des personnes qui viennent consulter qui pourraient dire ouais, mais j'ai peur de dire ça parce que j'ai peur que le thérapeute me prenne pour ceci, cela. Et je leur dis, mais si tu savais à quel point les thérapeutes, ils ne sont pas dans ce truc-là, en fait. Ils ont juste envie de capter, comprendre. Alors, il y en a pour différentes raisons, mais chacun son modèle. Mais ils ne sont pas du tout en train de dire c'est bien, c'est mal. Ils s'en fichent. Ils sont juste en train de dire ah, ok, lui, il fonctionne comme ça. Ok, ah, il opère tel facteur de changement, il a tel élément qui est résistant en lui, il y a telle ressource, etc. C'est comme si à chaque fois, on découvrait une nouvelle cartographie, une nouvelle carte d'un nouveau territoire et on se dit, tiens, mais donne-moi de l'info sur ton territoire, je ne le connais pas. Parle-moi de ton pays, parle-moi de ta langue, parle-moi de tes coutumes, parce que c'est ça qu'on est en train de découvrir. Alors, ouais. Non, je pensais justement à tous les gens qui sont devenus tellement rigides avec les points de référence qui refusent d'autres. Et c'est le contraire des gens qui sont de la transe de découverte. Et je crois que ça, c'est beaucoup de séparation, de défense de ses propres idées, de guerre, de tout ça. Beaucoup parce que les gens ont oublié leur transe de découverte. Ouais, mais tu vois, je pense que ce qui est dur, c'est pour ça que c'est une transe qui pour moi est éphémère, c'est que il y a des moments dans cette transe de découverte, tu vas avoir, mine de rien, des moments où tu vas avoir tes ressources, tes références qui vont revenir et tu dis « Ah, c'est intéressant, mais moi, je ne l'ai pas appris comme ça ou je ne l'ai pas entendu comme ça. » Donc, en fait, on est quand même hyper basé sur nos références. Je pense qu'un des états d'esprit intéressants, c'est de se dire « Je sais que j'ai des points de référence, mais pour l'instant, je les laisse de côté. Je me laisse emporter. » Et si à un moment ou à un autre, pour une raison, parce que j'ai une intention spécifique, j'ai un objectif dans cet apprentissage ou autre, bah là, tu peux faire revenir ton facteur de jugement et dire, OK, là, j'ai mon facteur critique. Là, je ne suis pas d'accord parce que dans mes études, par exemple, j'ai vu que ceci, cela. Mais si au départ, tu es juste là pour la découverte, autorise-toi à découvrir, transe de découverte. Après, tu peux revenir dessus et te dire,
bon, maintenant que je suis un peu, je suis sorti de ma transe, je vais un peu rationaliser tout ça. J'y adhère pas. C'est pas un problème. Parce qu'on est quand même, c'est très dur de mouvoir nos références. Hein. Tu le vois par rapport à nos cultures, nos éducations et tout. Tu te rends compte que on est quand même hyper agrippé à ce qu'on connaît. Hein, parce qu'on a structuré nos vies autour de ça. Et quelqu'un, non, mais tout ce que tu as structuré, en fait, je peux l'invalider. C'est pas possible. Même si on a biaisé complètement notre processus cognitif pour adhérer à ça, la plupart du temps, on va dire non, mais moi j'ai la preuve, j'ai vécu en faisant ça. Oui, mais ça, c'est une explication que tu as donnée à ce que tu as vécu. C'est peut-être même pas ce que tu as vécu. Mais ça confirme ce que tu voulais croire. Donc, c'est dur, c'est très dur. C'est un élément complexe. Allez, on finit le petit. De toute façon, là, sur il fait plus la pub de bouquins. Dire je ne peux pas gagner ce combat est plus positif que je ne vais pas perdre, car les mots de la première phrase évoquent une victoire, tandis que les secondes évoquent une défaite. Bon, ça, on connaît, hein, c'est le principe de la sémantique. C'est orienté vers l'objectif plutôt que sur les éléments que vous ne voulez pas. Et parce qu'il y a un sous-entendu qui dirait que le subconscient ne comprend pas le négatif, il ne comprend pas certaines tournures en négatif, il en a d'autres, il les comprend très très bien. Pour une meilleure explication, lisez, réfléchissez et grandissez en forme, ça on a déjà lu. Quoi qu'il en soit, ses souvenirs et ses explications sur la manière dont il a abordé le développement du cours enregistrent notre discussion et cela concorde avec ce que les gens m'ont raconté sur leur expérience dans ces cours. Lorsque je leur ai demandé combien coûtait la formation à l'époque, ils m'ont répondu qu'ils l'ignoraient car ils leur facturaient chaque cours jusqu'à ce qu'ils décident qu'ils avaient ce dont ils avaient besoin. Ça, c'est marrant, ça. Ça, c'est marrant, c'est très, très marrant. Donc, du coup, là aussi, on ne peut pas savoir combien coûtaient les cours à cette période de test de José. Mais non, je trouve ce retour-là aussi très intéressant. Il nous donne, à la limite, tu vois, sur le long texte que tu as lu, le long mail qu'il nous avait fait, je trouve qu'il nous a beaucoup rappelé des choses qu'on connaissait. En fait, il nous a refait un débrief parce qu'il ne nous a pas donné des masses d'informations, hormis tout au début, il nous a donné quelques noms et quelques personnes, mais sinon, après, il nous a rappelé que des choses qu'on connaissait globalement, qu'on avait déjà lu ou dont on l'a lu dans des bouquins ou que tu connaissais déjà, etc. Je trouve que là-dessus, sur ces deux petits mails-là, il nous donne parfois plus d'infos que sur le long mail qu'il nous a fait la dernière fois. Je ne sais pas ce que tu en penses. Peut-être, oui. Oui, c'est vrai. Quelquefois, dans les longs mails, il se perd dans son idée, il faut que je présente tout. Et oui, tout à fait. Il tourne en cercle un tout petit peu. Mais là, effectivement, c'était beaucoup plus précis. Ouais, tu vois, moi, ce que j'avais bien aimé dans l'ancien mail, c'était, il a commencé avec la famille, puis avec les voisins, puis avec Panchito Montemayor, je sais pas qui est Panchito Montemayor, mais tu vois, Blas Gutiérrez, Reynaldo González, etc. Bon, c'est cool, tu vois, il y a ces gars-là, il faudrait voir si on les retrouve quelque part. Mais après, tu vois, il est revenu à son incorporation à l'armée, tout ça, on l'a déjà vu. Le rapport avec les cartes Zener, ça j'avais trouvé que c'était intéressant. Ça, on reviendra peut-être un peu dessus la prochaine fois. Tu vois, on reprendra quand même ce long mail et on en débriefera tous les deux. Parce que la dernière fois, j'ai juste partagé le mail avec la communauté pour qu'ils sachent où on en est. Et on pourra en reparler un petit peu. Comme ça, il y aura certains éléments peut-être qu'on pourra peaufiner par rapport à tout ça. Ça te dit? Oui, tout à fait. Excellent. Ok. Voilà, on va s'arrêter aujourd'hui, vu qu'en plus on est pile poil dans les temps. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, on y répondra le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce qu'on propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Petit rappel, il y a un séminaire dans 2 ou 3 semaines, c'est ça, hein, sur Paris avec Lee. À Paris, à Pâques, donc 19, 20, 21. Voilà, oui. À Paris, ah oui, c'est vrai, c'était Paris. Là, ouais, la ville, c'est juste à côté, là, t'es à... c'est à quelle ville de Paris? Quoi, à côté de Paris? C'est à Paris. Je l'ai fait une seule fois auparavant, à Arcueil. Oui, c'est ça, c'est Arcueil. Je suis juste à côté de la porte. Oui. Ouais, nickel. Donc, Arcueil, n'hésitez pas à vous inscrire si vous avez envie de découvrir ou de vous inscrire
si vous voulez renouveler ce coup-ci sur un format de 3 jours. Est-ce que tu as quelque chose de plus à rajouter, Ellie? Non, non, c'est bon. Eh bien, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Analysez et concluez. À très vite. Merci à toi, Lee. Bye bye. Merci à toi. Bye.